Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec tout d'abord cette question. Comment mieux encadrer les salaires des grands patrons? La polémique est relancée. Après ceux de Renault, les actionnaires d'Alstom refusent de voter la rémunération de leurs dirigeants. Le vent est-il en train de tourner? La loi Sapin 2, examinée en ce moment au Sénat, permet aux assemblées générales d'actionnaires de s'opposer à une rémunération jugée excessive. Mais elle ne limite ni n'encadre ces rémunérations des grands patrons. Alors faut-il aller plus loin? Le débat dans un instant. Dans l'actualité également ce soir, la loi travail adoptée à l'Assemblée nationale. Les frondeurs ont à nouveau tenté de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Un échec à 2 voix près. On lance le débat ce soir sur ce pouvoir qui semble à bout de souffle, plombé par les sondages et accusé par la droite de ne plus incarner les valeurs de l'État, notamment l'autorité. Et puis, pour le grand entretien, ce soir, nous recevrons un ancien ministre de Giscard et surtout de Rocard. Il est aussi économiste et chef d'orchestre. À 16h, Lionel Stoléru nous parlera de Michel Rocard, de l'Europe et de Nicolas Sarkozy, qu'il conseille désormais. Mais tout de suite, ce sont les repères de l'actualité aujourd'hui, présentés par Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Finalement, pas de motion de censure de gauche. La nouvelle tentative des frondeurs a une fois de plus échoué à 2 signatures près. 56 députés l'ont signé, il en fallait 58. Au lendemain d'un deuxième recours au 49.3, la loi travail est donc adoptée à l'Assemblée nationale. Ce texte va revenir au Sénat le 18 juillet, mais il n'y aura pas de débat. Après 4 mois de tension, cette saga loi travail aura laissé une fracture ouverte au sein de la majorité chez les socialistes. Manuel Valls en admet les conséquences. On l'écoute tout de suite. Oui, sur un certain nombre de textes, et de textes importants, nous n'avons qu'une majorité relative. Et cela, je l'assume. Je l'assume parce que c'est cette réalité. La Constitution nous donne la possibilité de faire adopter des textes en engageant la responsabilité du gouvernement. C'est la Constitution. Une motion de censure ou des motions de censure peuvent être déposées. Si ces motions de censure sont adoptées, c'est arrivé une fois sous la Ve République, chacun en tire les conséquences. Dans l'actualité également, après le Brexit, François Hollande a demandé à son Premier ministre de préparer une réponse française à cette sortie du Royaume-Uni, demande qui a été formulée ce matin au Conseil des ministres, des propositions pour un sursaut au niveau européen qui devront être prêtes pour septembre pour la prochaine réunion des chefs d'État de l'Union européenne. Et puis notez que la France devrait bien sortir de l'état d'urgence le 26 juillet, confirmation apportée par Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres ce matin. Cet état d'exception a été instauré, je vous le rappelle, après les attentats de Paris. À moins d'1 an de la présidentielle, le retrait de Nicolas Hulot va précipiter le choix d'un candidat pour Europe Écologie Les Verts. Le parti devrait le désigner par un vote des militants. On voit ça avec Stéphane Amalian. Sa décision est tombée hier soir sur les réseaux sociaux. Elle rebat les cartes chez les écologistes, car l'ancien animateur d'Ushuaïa semblait faire consensus. Selon un récent sondage, 24% des interrogés disaient pouvoir voter pour lui, loin devant Cécile Duflot, au plus bas dans les intentions de vote. Et je note surtout, à travers le retrait de Nicolas Hulot et le fait que Cécile Duflot aujourd'hui est extrêmement basse dans les sondages, qu'aller à la présidentielle avec une autonomie des écologistes aujourd'hui, dans le cadre tel qu'il est, ne semble pas susciter une grande adhésion populaire. Le parti est fragilisé depuis le départ de certains cadres l'été dernier, entrés depuis au gouvernement. Beaucoup comptaient sur la candidature sans étiquette de Nicolas Hulot pour représenter les Verts. Mais désormais sans leader, Europe Écologie Les Verts pourrait se résoudre à présenter un candidat à la primaire organisée par le PS. De toute façon, nous avons acté la primaire. Donc il est logique qu'il y ait un candidat des Verts dans le cadre de cette primaire. Ça aurait pu être Nicolas Hulot, ça sera quelqu'un d'autre, c'est à eux de décider. De toute façon, il y aura une primaire. Pour la direction du parti, pas question de soutenir le bilan du gouvernement. La participation à la primaire s'inscrirait dans une logique contestataire afin de nouer des alliances avec les frondeurs pour le second tour de la primaire. C'est un mea culpa. Tony Blair s'excuse et se justifie. Au Royaume-Uni, un rapport met en cause l'ancien Premier ministre et son action dans la guerre d'Irak en 2003. Les forces de Sa Majesté n'auraient pas dû intervenir selon ce rapport. Les détails avec Faustine Saint-Geniès. C'est un Tony Blair visiblement ému qui est venu s'exprimer sur sa décision d'intervenir en Irak. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Et j'éprouve plus de peine
de regrets et d'excuses que vous ne pouvez l'imaginer. De la peine et des regrets après la publication du rapport Chilcot, un document accablant sur sa décision d'engager militairement le Royaume-Uni en 2003. Après 7 ans d'enquête, la commission pointe l'invasion prématurée de l'Irak, sans vérification suffisante et sans avoir épuisé tous les moyens pacifiques. Autre grief majeur, la guerre a été mal préparée et ses conséquences sous-estimées. De nombreux manifestants se sont rassemblés à Londres lors de la présentation du rapport. Les avocats des familles de 29 des soldats morts en Irak envisagent de s'en servir comme base de travail pour une éventuelle action en justice. Au Sénat, suite de l'examen de la loi Sapin 2 sur la transparence de la vie économique, texte qui prévoit notamment d'encadrer de façon équilibrée la rémunération des grands patrons. C'est notre premier débat ce soir. Plus de 6 millions pour Patrick Cron, l'ancien patron d'Alstom. Cette rémunération a visiblement été jugée excessive par les actionnaires de l'entreprise qui ont refusé hier de la voter à plus de 60%. Et voilà donc le débat sur la rémunération des dirigeants d'entreprise relancé après la polémique début mai sur la rémunération du PDG de Renault, Carlos Ghosn. Avant de recevoir nos invités pour en débattre, on fait le point tout de suite sur ce débat avec Julie Hulin. C'est une nouvelle petite révolution dans le monde des grandes entreprises. L'Assemblée générale des actionnaires d'Alstom a voté hier à 62% contre la rémunération de Patrick Cron, l'ancien PDG du groupe industriel français. Il devait toucher un peu plus de 6 millions d'euros. Si pour l'instant l'avis de l'Assemblée générale n'est que consultative, les choses pourraient bien changer avec la loi Sapin 2. Déjà adopté à l'Assemblée, un amendement rend contraignant le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Il faut qu'on puisse garder la raison dans les rémunérations des dirigeants. Il faut à la fois, bien entendu, que les grandes entreprises françaises aient des dirigeants de qualité. Il faut que ces rémunérations soient liées en même temps aux performances de l'entreprise. Ce qui est choquant parfois, c'est d'avoir une déconnexion totale entre le niveau très élevé des salaires et la performance réelle de l'entreprise. Si la loi n'est pas encore applicable, dès aujourd'hui le MEDEF recommande lui aussi de se soumettre à la décision des actionnaires concernant la rémunération des dirigeants. Chez Alstom, c'est pourtant bien le conseil d'administration qui aura le dernier mot dans les jours à venir, une décision très attendue. L'encadrement des salaires des grands patrons, c'est donc notre premier débat ce soir. Avec nous sur ce plateau, Danielle Simonet, bonjour, merci d'être avec nous. Coordinatrice du Parti de gauche et conseillère de Paris. Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur Les Républicains de Lyon. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là également. Christophe Rameau, économiste, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Bonsoir et merci à vous d'être sur ce plateau. Et puis enfin, Gaspard Koenig, président du think tank Génération Libre. Bonsoir et merci d'être avec nous. Donc les actionnaires d'Alstom, après ceux de Renault qui refusent de voter la rémunération de leurs dirigeants, est-ce que c'est révélateur d'un air du temps qui change, Christophe Rameau? Comment dire, le problème c'est les arguments. Ce sont les arguments. Il faut savoir que le projet de M. Sapin, qui vise à rendre obligatoire le vote de l'Assemblée générale des actionnaires sur la rémunération des hauts dirigeants, c'est une mauvaise idée, en fait. C'est une fausse bonne idée. C'est le projet de loi qui est actuellement en débat ici au Sénat. Tout à fait. Pourquoi c'est une fausse bonne idée? Parce que nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, vous avez une financiarisation de l'économie. Donc vous avez des fonds financiers qui ne connaissent absolument pas les entreprises, qui ont des propriétés, qui ont des actions dans des milliers d'entreprises. Et donc le seul moyen pour eux de contrôler les entreprises, c'est de s'appuyer sur des ratios financiers, c'est-à-dire de contraindre les dirigeants d'entreprise à dire soit vous respectez ces ratios de rentabilité financière, c'est-à-dire de dividendes, de plus-value sur le cours, soit on ne vote pas vos rémunérations, soit même on vous sort, on vous éjecte. Et donc vous avez bien compris que confier aux actionnaires le soin de limiter la hausse des rémunérations, c'est une très mauvaise idée parce que en fait, les actionnaires... Mais il n'y a pas que des loups dans les actionnaires de ces grandes entreprises. Par exemple, l'État français est actionnaire à hauteur de 20%. C'est le pire des loups. Et c'est le pire des loups, Gaspard Koenig. Non, mais ce n'est pas une question de loup. C'est une question que les fonds aujourd'hui financiers... Ou d'investisseurs qui ne voient qu'à court terme. Ils exigent quoi comme rémunération? Par exemple, ils exigent quoi concrètement? Ils exigent par exemple que les entreprises fassent des rachats d'actions. Les entreprises du CAC 40, l'année dernière, pour soit plus de 75% d'entre elles,
opérer des rachats d'actions. Ça veut dire quoi, des rachats d'actions, madame? Ça veut dire que les entreprises utilisent leurs bénéfices pour racheter leurs propres actions, faire monter le cours, elles déchirent les actions. C'est de la destruction de capital. Ça joue complètement contre l'investissement. Ça joue complètement contre la production. Donc contre leur propre objectif, il faut alors. se mettre dans la tête Ouais. que la finance aujourd'hui joue contre la production, contre l'investissement. Gaspard Koenig. Et d'abord, vous parliez de l'État actionnaire, le pire des loups, mais l'État actionnaire est le pire des loups. C'est-à-dire que quand on voit les décisions qu'a pris l'État dans Renault, la manière dont ils ont augmenté les droits de vote, dont ils ont fait des droits de vote doubles, uniquement pour pouvoir avoir une majorité au conseil d'administration et pour ensuite pouvoir en tirer les dividendes, vous voyez que l'État actionnaire se comporte comme le pire des investisseurs. Et moi, je pense qu'il y a une question de principe, c'est de se poser la question, qui est propriétaire de l'entreprise ? Et ce n'est pas une question qui est véritablement réglée en droit aujourd'hui, puisqu'il y a cette notion d'intérêt social que M. Rameau connaît bien et que je pense on peut contester. Et on peut dire, eh bien, ceux qui ont la responsabilité de l'entreprise, c'est ceux qui la possèdent. Et ceux qui la possèdent, c'est ceux qui ont mis leur argent dedans, donc ce sont les actionnaires. Et cette histoire d'intérêt social... Donc pour vous, et ça cette va histoire dans d'intérêt le bon social, sens, finalement, de donner un pouvoir et donc pour moi, il me semble... sur la rémunération des grands patrons. Je suis ravi de cette loi. Oui. Je pense que les actionnaires devraient, en un sens, les propriétaires devraient avoir quasiment tout pouvoir dans la gestion de leur entreprise. Le deuxième débat que ça pose, c'est un peu celui de la démocratie directe contre la démocratie représentative, avec toujours ceux qui vous disent, comme un peu l'a dit M. Rameau en filigrane, que les gens ne vont pas être capables de prendre les bonnes décisions les concernant, que les actionnaires vont prendre des mauvaises décisions pour l'entreprise et que donc il faudrait ramener ça à un conseil d'administration très sage, alors que le vrai problème, c'est que comme l'ont montré Tesmar et Kramars dans une étude de 2006, les conseils d'administration français, leur problème, c'est qu'ils sont extrêmement endogènes, avec des jetons de présence croisés, des gens qui siègent dans les conseils les uns des autres. Donc face à cette oligarchie des conseils d'administration français, je trouve préférable, en effet, que les actionnaires. Donc vous pouvez donner le pouvoir sur ces questions-là aux assemblées générales d'actionnaires. Je crois à la démocratie directe de manière générale, quand elle est raisonnée. D'ailleurs, vous verrez que dans le numéro de demain du Point, je raconte une aventure de démocratie directe en Suisse, les Landsgemeinde. La démocratie directe, quand c'est bien fait, ça marche. Et je pense que c'est la question qui se pose aujourd'hui pour les entreprises. Est-ce qu'on donne la responsabilité à ceux qui les possèdent de donner leur voix, de construire des stratégies à plusieurs? Alors Daniel Simonet, à qui je donne le pouvoir? Est-ce qu'on s'en remet toujours Là, on vous explique en fait. Non, mais là, on vous explique que finalement, la démocratie dans l'entreprise, il faut mettre en place un régime, un suffrage censitaire, et donc ce sont les actionnaires qui mettent l'argent, qui ont le pouvoir et qui décident. Bon, moi, je pense que ce qui fait vivre l'entreprise, c'est ceux qui travaillent. Mais la question de l'encadrement des salaires ne doit pas relever de cela. Le problème de l'encadrement des salaires des hauts patrons, c'est pas d'un point de vue moral comme veut le faire croire Hollande pour mieux assumer son incompétence à faire quoi que ce soit en la matière par ailleurs. C'est de se dire on a une déconnexion complète entre l'économie réelle et la financiarisation de notre économie. C'est ça le fond du problème. Et donc, si on veut stopper ce qui alimente la bulle financière spéculative à outrance et qui met tout le monde en danger, et qui en plus est une aberration parce que vous avez une accumulation de capital dans une petite poignée d'hyper riches, parce qu'on parle des patrons du CAC 40. On parle donc pas, vous auriez voulu que François Hollande aille plus loin et limite même mais bien sûr, le niveau des salaires. il faut une loi, et Jean-Luc Mélenchon défendait déjà en 2012 et redéfendra en 2017, un encadrement des salaires pas plus de 1 à 20. Et si le patron veut s'augmenter, eh bien il est obligé d'augmenter d'autant l'ensemble des salariés dans l'entreprise. Et donc là, vous mettez en place tout un cercle vertueux. Parce que si vous augmentez les salaires du patron, vous augmentez le salaire des autres salariés. Et donc vous avez de l'argent qui revient dans l'économie réelle et non pas soit dans une hyper-consommation ostentatoire totalement anti-écologique ou dans la bulle spéculative qui se déconnecte de notre vraie économie. Est-ce que c'est envisageable ça de graver dans le marbre de la loi un écart de 1 à 20 entre le plus faible salaire et le plus haut salaire dans une entreprise, Jean-Baptiste? Moi, je crois que l'idée de faire ce tunnel n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, constitutionnellement, je pense, ne tiendrait pas la route à bien des égards. Et puis, tout simplement, c'est vrai qu'il y a un marché des dirigeants d'entreprise qui est mondial et on doit avoir les meilleurs talents. Mais cela étant, moi je pense que justement, moi je peux opposer le capital au travail, parce que l'entreprise, c'est certes les actionnaires propriétaires, mais c'est aussi les salariés, les travailleurs qui apportent effectivement leur matière grise, leur force de travail. Et donc je pense qu'il faut plutôt réfléchir
au-delà de la mesure qui est proposée et qui en fait n'est qu'une anticipation d'ailleurs d'une directive européenne qui est en cours de négociation et qui, quoi qu'il arrive, arriverait en 2018. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, comme la loi travail, non, mais qui, la loi, elle fait croire que ce que je veux dire, c'est que bon, la loi n'est pas une révolution totale, dans la mesure où en plus ce dispositif de say on pay, il existe en Angleterre, il existe en Allemagne, donc voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est plus. qu'au-delà de cette mesure, moi j'avoue que il faudrait réfléchir effectivement à la composition des organes de direction et des conseils d'administration. On a légiféré il y a quelques années en France pour imposer la présence des femmes dans les conseils d'administration. Parce que, comme le disait Gaspard Koenig, tout ça est très endogène, tout ça est dans un entre-soi qui ne veut pas être trop dérangé. Et donc, le système allemand, par exemple, dans lequel, effectivement, il y a une présence des salariés qui est accrue, de l'ordre parfois de 1/3 dans le conseil d'administration, moi, me semble plutôt vertueux. Quand ils sont numériquement majoritaires, ils devraient être majoritaires dans les conseils d'administration. Non, mais il faut associer les deux. Il faut associer le capital et le travail et que les deux soient présents. Et d'ailleurs, dans les coopératives, vous avez un écart de salaire de 1 à 10. Mais c'est formidable, les coopératives. Mais les gens ont la liberté de se regrouper en coopérative. Et Proudhon lui-même, quand il parlait des coopératives, disait les coopératives. Vous avez remarqué que les salariés n'ont pas spécialement la liberté d'accepter de se faire diriger par des actionnaires qui prennent des décisions pour supprimer les emplois et par contre réduire leur salaire. Là où le doigt est mis dans ce débat entre Mme Simonet et M. Koenig, c'est bien la dissymétrie qu'il peut y avoir entre la rémunération des dirigeants et la rémunération des salariés. La rémunération des dirigeants, en 2014, elle a augmenté de 6%. Oui, et c'est vrai que les salaires n'ont pas augmenté à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il faut un peu de bon sens, pas opposer les uns aux autres, pas faire la lutte des classes, et surtout, pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Parce que le CAC 40, c'est pas tous les patrons, c'est pas les 2,5 millions de patrons de PME qui gagnent, quand on est dans l'hôtellerie-restauration, 2 700 €, soit moins qu'un conseiller de Paris, tout à fait. Ou qui gagnent 5 000 € en moyenne. Et donc c'est pour ça que... je le dis parce que on s'est retrouvé quand même, lors des manifestations sur le travail, on a une image qui a fait le tour de France de 2 jeunes filles à Avignon avec une pancarte salaud de patron. Et voilà, on dit souvent pas d'amalgame, mais pas d'amalgame non plus de ce point de vue-là. Voilà. Si je puis me permettre, pour prolonger le débat, je pense qu'effectivement il y a 2 conceptions de l'entreprise. Il y a la conception libérale, qui consiste à dire que l'entreprise, ça doit être fondamentalement un objet de propriété au service des actionnaires. Exactement. Et puis il y a une autre conception de l'entreprise qui consiste à dire, qui est une conception partenariale, qui n'exclut pas les conflits, bien entendu, parce qu'il y a des conflits, il y a des conflits d'intérêts. L'un n'empêche pas l'autre, mais qui consiste à dire qu'il y a un intérêt général de l'entreprise, qui n'est pas réductible à l'une de ses parties, donc au jeu des actionnaires. Comment voulez-vous qu'un salarié travaille bien lorsqu'il apprend que son patron gagne 18 000 € par jour? Par jour, d'accord? C'est ce que le montant. Il y en a qui ont tolèrent en regardant les matchs de foot. Non, mais c'est pas. Non, mais bottez pas en touche comme ça, si je puis me permettre. Non, comment voulez-vous qu'un salarié travaille bien lorsqu'il apprend que son patron gagne ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut une logique partenariale. Ça veut dire quoi, une logique partenariale? Ça veut dire que l'entreprise, effectivement, elle a un objet social, Monsieur Koenig. On ne peut pas la réduire à un objet de propriété. On ne peut pas la réduire à un objet de propriété. Et donc, il ne faut surtout pas, contrairement à ce que vous avez, il ne faut surtout pas que les actionnaires contrôlent et tout le pouvoir de l'entreprise. D'autant, je le répète, ça c'est très important, qu'avec la finance actionnariale, aujourd'hui les actionnaires, les gestionnaires de fonds, ils ont des participations dans des milliers d'entreprises. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, laissez-moi terminer. Donc ils ne connaissent absolument pas l'entreprise. D'où y compris la possibilité pour les grands patrons, parce qu'en fait ceux qui ont gagné aux 30 dernières piteuses, qui ont été terribles pour l'intérêt général, qui ont été terribles pour l'emploi, qui ont été terribles pour la production, pour l'investissement, c'est une couche extrêmement minoritaire, d'accord? Les hauts cadres de la finance qui gèrent ces fonds et les hauts cadres des firmes multinationales, et je ne parle pas bien entendu ici des petits patrons, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, il faut bien distinguer les choses, donc il faut réhabiliter l'entreprise contre la finance. L'entreprise comme objet social contre ce capitalisme actionnarial qui joue contre l'intérêt général. Est-ce que vous êtes d'accord, Gaspard Koenig, avec ce constat? Peut-être pas avec les remèdes. Pas du tout, avec rien. Mais au moins, les lignes de désaccord sont très claires. C'est-à-dire que moi, je pense que la finance, comme l'a montré Landier dans Le Grand Méchant Marché, fait du bien aux entreprises. Elle liquide les entreprises, fait du bien aux entreprises, ça dépend. Il y a tout. Il y a tout dans les fonds d'investissement. J'appelle, en plus, ces fonds d'investissement qui apportent du capital. Vous avez de tout. Vous avez des petits actionnaires. Vous avez des fonds. Attendez, vous avez des fonds qui sont des fonds activistes. Vous avez des fonds qui sont des fonds passifs. Vous avez aussi des fonds
qui font du bien aux entreprises parce qu'elles les secouent, justement, dans des entreprises qui sont habituées à un certain train-train avec leur conseil d'administration. Et finalement, ce qu'on entend derrière la ligne, c'est cette vieille idée de l'économie administrée. C'est-à-dire que comme les gens ne sont pas capables de prendre les décisions pour eux-mêmes, eh bien, il va falloir soit trouver un intérêt social de l'entreprise, soit éventuellement imposer un encadrement. Eux-mêmes, pour leur intérêt. Leur intérêt, c'est celui de l'entreprise, puisque leur intérêt, c'est celui de la propriété. Si évidemment, mais de mieux spéculer le nombre de licenciements boursiers qui ont pu avoir lieu ces 10 dernières années, où il était plus intéressant, même lorsqu'une entreprise fonctionnait bien, eh bien de la fermer et d'avoir des placements ailleurs, dans d'autres secteurs. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de démocratie actionnariale. Bien sûr, mais non. Quand les actionnaires, y compris les petits actionnaires, pourront véritablement décider, les entreprises seront moins bêtes que ce que vous pensez. Des nouveaux droits des salariés dans les conseils d'administration pour enfin qu'il n'y ait plus le diktat des actionnaires, justement, et qu'il y ait un droit de veto des salariés. Mais ce débat, en fait, c'est comment d'abord, c'est l'arbitrage entre le court terme et le long terme. Parce que dans l'histoire de Cron, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu débat au sein des actionnaires parce que, en fait, la grosse partie de sa rémunération était indexée sur la vente d'une partie. Voilà, on est bien d'accord. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que lui, il avait un intérêt à réaliser ? Et là où effectivement, si vous évoquez effectivement une notion d'intérêt propre, autonome à l'entreprise, qui était divergent de l'intérêt de Cron. Et c'est là l'enjeu du débat. Il est dirigeant d'ailleurs, il n'est pas effectivement actionnaire. Mais c'est là le débat. Et je pense qu'il faut effectivement trouver des solutions pour favoriser le long terme en tous les cas. Voilà. Il n'est pas actionnaire. Il faut savoir que la plupart, pour arriver à leur fin, qu'est-ce que font les gestionnaires de fonds ? Ils essayent d'obliger, d'inciter les dirigeants d'entreprise à se conformer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Distribution des stock options. Le pire maintenant, à cause de Macron, qui a quasiment totalement détaxé, et ben maintenant on a des distributions d'actions gratuites. C'est-à-dire que la soumission du chef d'entreprise, c'est même pas à 2-3 ans pour satisfaire les actionnaires, c'est immédiat. Alors je reviens sur un débat très important. Parce que, effectivement, il y a le modèle allemand. On nous fait toujours l'éloge de l'Allemagne, qui à mon avis est accablée d'un point de vue macroéconomique, parce qu'elle mène une politique tout à fait condamnable, avec ses excédents absolument effroyables. Mais du point de vue de la gestion des entreprises, elle a des choses à nous apprendre. Oui, en Allemagne, on respecte les travailleurs. On respecte les travailleurs. Dans les grandes entreprises allemandes, les salariés ont la moitié des voix au conseil de surveillance. Voilà une façon de respecter. Voix prépondérante cependant pour l'actionnaire. Mais en tout cas, il y a une vraie participation. Donc là, et donc c'est pas la moitié. Conseil de surveillance, c'est l'équivalent du conseil d'administration. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on crée un esprit de coopération, parce qu'on ne peut pas produire. Ce qui fait la qualité d'une entreprise, ce qui fait qu'une entreprise fonctionne bien, on ne fait pas fonctionner des salariés à coups de knout, monsieur Koenig. D'accord ? Il faut qu'il y ait un esprit de coopération, même s'il y a des conflits, il faut que la coopération, votre logique libérale, c'est la logique de la guerre de tous contre tous, et c'est comme ça que la société avance. Ça ne marche pas. Je suis navré d'entendre. Le modèle vénézuélien ne marche pas non plus. Je suis navré d'entendre des propos aussi caricaturaux dans la bouche d'un économiste aussi distingué. Si le libéralisme c'était la loi de la jungle, je ne défendrais pas. Vous croyez que j'ai quoi comme intérêt à défendre ? Moi, je touche un petit salaire pour défendre le libéralisme parce que j'y crois. Parce que je crois que c'est le meilleur pour la société. Qu'il faut séparer les questions, qu'il faut que l'économie marche d'un côté, que vous avez de l'autre côté une politique fiscale, de la redistribution à faire. Non, mais l'économie est sociale. Et ne me dites pas que le Knut, c'est quand des conseils d'administration. Les salariés le connaissent. Oui, et le Knut, c'est quand ce sont des conseils d'administration qui décident entre eux. Mais ça, je suis pour interdire ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Qui s'échangent des jetons de présence. Et qui sont quasiment hors concurrence, parce que le CAC 40, le CAC 40 ne s'est pas renouvelé depuis 1960, contrairement aux entreprises américaines, contrairement aux entreprises allemandes. Et parce que ce système est trop rigide. Et ce système est trop rigide parce que tout le pouvoir est donné au conseil d'administration. Vous croyez que le libéralisme crée des rigidités, c'est merveilleux. Non, mais ce n'est pas justement le libéralisme. Parce qu'on a refusé de légiférer là-dessus. Refusé de limiter le nombre de participations au conseil d'administration. Votons des lois. C'est parce qu'il n'y a plus d'actionnaires en France. Il n'y a plus d'actionnaires en France. Non, et je vais vous dire parce que l'épargne est réglementée. Parce que toute l'épargne française part en assurance vie pour financer la dette d'État. Mais vous savez qu'un gestionnaire de fonds, mais qu'est-ce qu'on fait cette histoire pour partir dans la CDC. Des rémunérations du travail, il faut désintermédier
désintermédier l'épargne et redonner aux gens un sentiment de contrôle direct de leur économie. Vous êtes pour financiariser un peu plus. Oui, absolument. Absolument. Mais parce que ce sont les petits qui en profiteront. Ah oui, bien sûr. Oui. Regardez avec le crack qui vient de Londres. Les petits capitaux. Alors, Jean-Baptiste Lemoyne. Les petits qui en profitent aujourd'hui. Regardez, 60% d'augmentation. Écoutez, 60% d'augmentation. Mais c'est pas aujourd'hui. 60% d'augmentation des dividendes reversés aux actionnaires. Et c'était des gros actionnaires. Et vous savez bien, aucun salarié dans ce pays n'a eu une augmentation de 60% de son salaire. Donc aujourd'hui, toute notre économie précisément les actionnaires responsabilisés le sanctionneront. Par la financiarisation. Oui, mais précisément les actionnaires responsabilisés le sanctionneront. Très rapidement. Mais tous ces arguments, je les sors pas de mon chapeau, je les sors de Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Enfin, c'est vous qui êtes l'excentrique. Ce que je dis est le plus raisonnable du monde. Oui, bon. Écoutez, pour aller plus loin, pour parier sur l'intelligence, vous avez fait une référence littéraire tout à la fin. Je conseille réellement à tous les téléspectateurs de se précipiter sur un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle L'entreprise liquidée, qui est sorti par 3 auteurs, des économistes atterrés, et qui démontre de façon tout à fait méthodique ce mécanisme de prédation. Voilà, chacun va sur les entreprises par la finance. Pour l'été, voilà. en matière d'économie. Voilà, vous avez l'économie du bientôt commun de Jean Tirole qui vous explique les différentes manières d'organiser l'entreprise. On peut choisir la coopérative. Moi, je suis absolument pour le modèle coopératif. Proudhon, d'ailleurs, était tout à fait dans l'héritage libéral. La coopérative, c'est effectivement les travailleurs qui détiennent le capital et la propriété de l'entreprise. C'est un modèle de gouvernance différent qui correspond à des objets différents et qui marche. Et d'ailleurs, qui marche très bien en France puisque c'est 15% de l'économie sur le modèle coopératif. Non, mais tout à fait d'accord sur Proudhon, qui est un auteur à réexplorer. Parce qu'en réalité, non, mais on est aujourd'hui au XXIe siècle, le monde est à réinventer en réalité. L'économie, on dit toujours que les Français ne connaissent pas assez bien l'économie. C'est pas que la propriété, c'est le vol, Proudhon, c'est également plein d'autres choses très riches comme la subsidiarité. Et donc du coup, comme effectivement le dialogue au sein de l'entreprise, le dialogue social, ça nous ramène au travail, il y a plein de choses comme ça. Et donc c'est une pensée féconde et il y a plein de réformes à travailler comme le revenu universel, entre autres. Daniel, non mais moi je les invite, celles et ceux qui nous écoutent, à aller sur le site jlm2017.fr où vous avez sur le site donc de Jean-Luc Mélenchon un programme partagé de la France Insoumise et qui présente justement pourquoi est-ce qu'il faut un encadrement de 1 à 20 des salaires et aussi un encadrement de 1 à 20 ça passe pas des la rampe, revenus. C'est des promesses, c'est de la poudre et vous aux allez yeux. voir l'ensemble des arguments et pourquoi c'est à la fois une mesure nécessaire pour le bon fonctionnement de notre économie. On ira voir pourquoi Daniel c'est Simonet. un impératif écologique si vous les et une urgence sociale de redistribution. Allez, merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau ce soir. Vous restez avec nous quelques minutes puisque Jean-Louis Gombault, notre chroniqueur économique, nous rejoint pour sa chronique ce soir. Bonsoir Jean-Louis. Question de Proudhon. Il ne sera pas question de Proudhon, non. On va parler du débat annuel d'orientation budgétaire pour 2017, un débat qui aura lieu, Jean-Louis, demain au Parlement. 2017, c'était une date d'engagement importante pour la France en matière de baisse des déficits. Alors le gouvernement. C'est une autre date importante aussi. Ouais, c'est une autre date importante en matière politique. Le gouvernement devrait annoncer demain qu'il tiendra sa prévision en matière de déficit, tout en avouant qu'il ne remplira pas totalement son plan d'économie, les fameux 50 milliards. Alors comment fait-il le gouvernement ? Il fait parce que l'économie, c'est un peu comme la politique, il vous faut une dose de chance et puis il faut aussi un don de la présentation. Alors je présente justement rapidement les données du problème. En avril dernier, le gouvernement français avait déposé à Bruxelles son programme pour la finance publique pour 2017 et dans lequel il avait dit « Je passerai enfin en 2017 sous la barre des 3%, on sera à 2,7% de déficit ». La Commission européenne a dit qu'elle n'y croyait pas une seule seconde, mais elle nous a donné du temps. Quel était le problème ? Il dit, on y arrivera à ces 2,7% parce qu'on va faire 3,5 milliards d'économies, de baisse de dépenses plutôt. Et on arrive aujourd'hui, demain, nous dira non, ça ne sera pas une baisse de 3,5 milliards des dépenses, ça sera une hausse de 3,3 milliards des dépenses. Donc autrement, il y a 6,8 milliards d'écart. Et en fait, compte, il y a plus parce que M. Valls, rappelez-vous, il y a à peine un mois, avait dit les économies prévues ne suffiront pas, il en faut 2 milliards de plus. Donc on arrive à des chiffres quand même importants. Comment est-ce qu'on arrive à faire le même déficit de 2,7% alors qu'il y a un dérapage par rapport aux prévisions initiales de 6,8 milliards. Et c'est là où arrive, je dirais, la dose de chance. Le gouvernement nous dira demain, écoutez, les taux d'intérêt continuent de baisser, même fort modestement, mais ça continue de baisser et le Brexit, en ce sens, nous aide un petit peu. On a un certain nombre d'amendes, un contentieux fiscal avec la Commission européenne. Elles s'avéreront un peu moins lourdes
que prévu. Et en plus, les repentis fiscaux se précipitent en masse. Tout le monde se repent en ce moment, demande l'absolution. Et donc tout ça, c'est de l'argent qui va rentrer. Le problème, c'est quand on additionne les chances, ces trois chances-là, on n'a toujours pas suffisamment de liquidité. Il nous manque encore 4,8. Comment on trouve 4,8 milliards? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous expliquer, comme dit M. Sarkozy. 4,8 milliards, tout simplement parce que on va maintenir nos engagements de baisse de la fiscalité des entreprises que nous avions promis aux entreprises, mais au lieu de les faire en 2017, on les fera totalement en 2018. Autrement, on réaffirme notre engagement, mais c'est ceux d'après qui les tiendront. Ceux d'après étant peut-être d'ailleurs ceux qui sont là, aujourd'hui. Alors quand je vous explique tout ça, je me dis, bon, est-ce que tout cela est véritablement important politiquement? Sur le plan budgétaire et économique, c'est évidemment quelque chose de très important, mais est-ce que politiquement, ça intéresse profondément la population française? Est-ce que ça intéresse beaucoup plus au taux de déficit plutôt qu'au taux de chômage? C'est plutôt ça qui va animer, parce que nous avons deux rendez-vous en 2017. Nous avons ce rendez-vous en décembre prochain, en décembre 2017, avec la Commission de Bruxelles. Et il y a un rendez-vous du gouvernement français avec les Français eux-mêmes au printemps 2017. Est-ce qu'ils vont prendre le risque pour, disons, être à l'heure du rendez-vous avec la Commission en décembre 2017, d'être en retard avec les Français leur posent un lapin en printemps prochain? Je ne pense pas que ce soit. Alors, entre-temps, il y a une bataille de chiffres qui va se développer. Ça a commencé d'ailleurs ce matin à la conférence de presse du Sénat qui introduisait ce débat parlementaire en disant non, le déficit baisse très peu et en fait, quand il baisse, c'est grâce aux collectivités territoriales, le taux d'endettement augmente, le taux de la fiscalité augmente. Il va y avoir une bataille que j'appelle non pas une bataille de chiffres, mais une bataille de chiffronniers qui va durer jusqu'aux prochaines élections. Quelle est la vérité des chiffres? Ce matin, M. Retailleau disait les chiffres ne mentent pas. Ils ne mentent pas, disons, quand les gens croient qu'ils sont vrais. On en fait ce qu'on veut également de ces chiffres. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette chronique ce soir. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Il est 22h30, c'est l'heure de retrouver Paul Bouffard pour les repères de l'actualité. L'islam de France doit relever des musulmans et non de l'État français. C'est ce que préconise le rapport de la mission d'information sénatoriale sur la place de ce culte en France. Les sénateurs ont exprimé aussi des inquiétudes quant au rôle des imams détachés, c'est-à-dire venant de pays étrangers. Les détails avec Mounir Soussi. Pour passer d'un islam en France à un islam de France, la mission d'information du Sénat insiste sur l'importance de la formation des imams. Aujourd'hui, 301 imams étrangers détachés en France prêchent dans les 2500 lieux de culte répertoriés. Actuellement, 3 établissements de formation existent en France. Le rapport préconise de développer ces filières pour progressivement se passer des prêcheurs envoyés par d'autres pays. Il est évident que cette connaissance du contexte français est indispensable lorsqu'on veut véritablement rencontrer la population. Le rapport bat en brèche 2 idées reçues. Premièrement, les prêches en français aideraient à lutter contre la radicalisation mais seraient interdits par le rituel. Cette affirmation est fausse car rien n'interdit que le prêche soit délivré dans la langue du pays et la radicalisation s'opère essentiellement à l'extérieur des lieux de culte. Ensuite, il n'existe pas d'imam autoproclamé car pour conduire la prière, il faut d'abord qu'il obtienne la confiance de la communauté et qu'il soit formellement désigné par les fidèles. Dans l'actualité parlementaire, encore l'adoption au Sénat tout à l'heure d'un texte sur l'indépendance et l'impartialité des magistrats. Un projet de loi qui vise à renforcer le cadre déontologique des juges. Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a salué le fait qu'un statut particulier ait été créé pour les juges de la liberté et de la détention. On l'écoute tout de suite. Ma question s'adresse... Oui, nous avions besoin d'un statut particulier pour le juge de la liberté et de la détention et il est heureux qu'il devienne un juge spécialisé. C'était une vigilance, une attention, un souhait du gouvernement. C'est devenu, et cela va le devenir de plus en plus, le juge protecteur des libertés individuelles, celui qui va contrôler de plus en plus les actes et les décisions les plus intrusives. On revient maintenant sur l'information politique de la journée. Le vote à l'Assemblée nationale de la loi travail. Un vote qui cache bien mal la fracture de la majorité présidentielle. On en parle avec Perrine Tarnaud et ses invités. Les frondeurs ont effectivement à nouveau échoué à déposer une motion de censure contre le gouvernement aujourd'hui. Un échec à 2 voix près. C'était leur seconde tentative contre le gouvernement de Manuel Valls. Très symptomatique donc du malaise à l'intérieur de l'actuelle majorité. Alors on lance le débat ce soir dans On va plus loin sur ce pouvoir qui semble à bout de souffle.
plombé par les sondages, accusé par la droite de ne plus incarner les valeurs de l'État, l'autorité en tête, accusé par sa gauche de ne pas mener une politique socialiste. On fait d'abord le compte-rendu de la journée d'aujourd'hui avec Cécile Cixous et on accueille ensuite nos invités. Ils avaient 24 heures pour déposer leur motion, mais à la fin du temps réglementaire, cet après-midi à 15h15, toujours rien sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Le projet de loi relatif au travail est considéré comme adopté en nouvelle lecture. Communistes, écologistes, contestataires et frondeurs, les députés de gauche n'ont pas réuni les 58 signatures nécessaires. Comme en mai dernier, il leur en manquait 2. Un soulagement pour le gouvernement. Je constate simplement qu'on a assisté encore une fois de plus, à une sorte de tragicomédie qui montre quand même le caractère un peu pathétique d'une contestation de la gauche qui n'aboutit véritablement à rien de concret. À droite non plus, pas de dépôt de motion pour officiellement ne pas entrer dans une procédure qui n'avait pas de chance d'aboutir. Mais officieusement, dans les couloirs de l'Assemblée, une autre raison circulait. L'hémicycle aurait été dégarni à cause du match France-Allemagne. Voilà, alors débat tout de suite avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Anita Hausser, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique à Atlantico. Également sur ce plateau, Thomas Guénolé, politologue, enseignant à Sciences Po. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Nathalie Segonne, journaliste politique à l'Opinion. Bonsoir. Et puis le communicant Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Bonsoir. Alors la droite n'avait pas déposé aujourd'hui de motion de censure contre le gouvernement. Elle a pu ainsi assister tranquillement au spectacle des divisions de la gauche, non ? Mesdames, qu'en pensez-vous ? Oui, Nathalie Segonne. Elle a eu bien raison de ne pas s'en mêler parce qu'on était vraiment dans une affaire interne à la gauche qui n'a évidemment pas débouché sur la motion de censure que menaçaient de déposer les frondeurs. C'était couru d'avance, si j'ose dire. Maintenant, on peut se demander si le 11 mai et hier et aujourd'hui, les frondeurs ont réellement cherché à déposer une motion de censure. Votre sentiment ? J'avais déjà eu le sentiment la première fois que s'ils avaient voulu trouver les deux... à nouveau aujourd'hui ce même sentiment. Vu qu'ils n'avaient pas fait le plein... Qu'on échouait sur le fil du rasoir. Ils n'avaient pas fait le plein des frondeurs dans la motion, donc je pense qu'ils auraient pu s'ils avaient voulu. C'est aussi votre sentiment, Thomas Guénolé ? D'accord avec vous. Même si je pense que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et en l'occurrence, et quelle est la stratégie alors c'est simple, juste assez pour nos téléspectateurs. En fait, quand vous êtes frondeur et que vous voulez faire un maximum de bruit sur le fait que vous êtes en désaccord avec ce qui se passe, sans risquer quand même des sanctions de type ne pas avoir l'investiture du parti l'année prochaine pour les élections législatives, quelle est la combinaison être exclu du parti, tout simplement. Ou plus simplement, parce que c'est plus difficile d'être exclu du parti quand même, mais plus simplement ne pas avoir l'investiture. Ce qui est quand même, avoir l'investiture est la condition sine qua non pour avoir même une modeste chance d'être réélu. Et donc, comment éviter ça ? Vous dites, retenez-moi ou je fais un malheur, et puis à la fin, il vous manque 2 signatures. Oh là là, comme c'est trop bête, j'avais tellement envie de déposer une motion de censure. Et c'est réglé. Valls a quand même un maximum de dégâts, quand même. Avec un maximum de débats. Et puis avec Valls... De dégâts. Oui, c'est ça, de dégâts, pardon. De débats et de dégâts. Absolument. Avec Manuel Valls, qui a quand même admis aujourd'hui pour la première fois qu'il ne disposait à l'Assemblée que d'une majorité relative. C'est bien qu'ils l'admettent, parce que ça fait un moment que c'est évident. Oui, c'était la première fois qu'il le disait. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est criant, ça se voit. C'est criant, en fait, ils ont inventé la primaire à l'intérieur de la motion de censure. C'est quand ils font des primaires pour tout au PS, donc on décide aussi de ne pas avoir suffisamment de voix pour finalement ne pas déposer une motion de censure. C'est un peu spécial parce qu'on a l'impression que le gouvernement, Manuel Valls, est dans un débat assez individuel avec une partie de l'opinion et que Manuel Valls a décidé de liquider une partie du PS probablement pour des calculs ultérieurs qui ne lui conviennent plus. Et on assiste à ça maintenant, avant l'élection présidentielle, ce qui n'est jamais arrivé sous la Ve République, ce type de règlement de compte. En général, à ce stade, on est en train de s'armer pour essayer de gagner l'élection. Là, ils sont en train de s'armer pour la perdre. C'est très bizarre. Thomas Guénolé. Je serais d'accord avec cette analyse et pour dire que la présidentielle de l'année prochaine étant manifestement déjà passée par perdre tes profits, on assiste à un certain nombre de stratégies qui enjambent en réalité l'élection présidentielle. On peut faire le parallèle avec Martine Aubry. C'est l'après-Hollande, il prépare l'après-Hollande. On peut faire le parallèle avec Martine Aubry qui annonce qu'elle ne sera pas candidate à la primaire a priori et qu'elle ne veut pas être candidate à l'élection présidentielle et qui, derrière, est en train, selon les différentes sources qu'on peut avoir, de préparer la reprise en main du Parti socialiste après la déroute annoncée. Donc Arnaud Montebourg, pareil, sa candidature à la primaire, qui serait une façon de se placer pour l'après-Hollande. Donc s'ils jouent tous perdants, c'est que manifestement, ils ont tous lu les mêmes sondages concernant François Hollande. Oui, mais l'après-Hollande, l'après 2017, ce ne sera pas le même Parti socialiste. Moi, je suis persuadée qu'il y aura une scission.
C'est le pari, On en parle depuis de tellement Valls. longtemps. Il y aura une on va se débarrasser d'une partie de partie des trous. Non, c'est le pari de Manuel Valls. On va se débarrasser d'une partie du PS qui va partir. Mais on en parle depuis tellement longtemps de cette situation. Mais c'est justement parce qu'on en parle depuis longtemps que ça pourrit et qu'on aboutit à des situations d'aujourd'hui. Oui, mais Manuel Valls, qui a beaucoup donc misé sur son image d'autorité, qui est resté ferme, droit dans ses bottes, malgré tout, il ressort quand même très abîmé de ce conflit autour de la loi travail, non, Anita Hausser? Oui, parce qu'il s'est donné une image très intransigeante. Il a refusé le compromis. On l'a vu hier encore, quand il y a eu cet amendement déposé par Olivier Faure, qui a recueilli quand même 130 signatures. C'est beaucoup. Il y a encore eu un amendement dans l'amendement, mais qui n'a pas été déposé. Et donc là, c'était niet, maintenant c'est terminé. Donc les députés socialistes sont très désabusés. Ils considèrent qu'ils sont les dindons de la farce, parce que ceux qui ne sont pas frondeurs disent, nous, on assiste là au spectacle, et finalement, c'est nous qui sommes les perdants. Les députés socialistes, on ne les laisse pas se prononcer. On leur promet une défaite et une perte de leur circonscription en 2017. On leur laisse aucun espoir. Eux, ils sont vraiment, c'est vrai, ils sont sacrifiés. C'est une génération de députés qu'on a sacrifiés. Ouais, avec quel climat politique jusqu'à la primaire à gauche promise en janvier 2017? Excuse-moi de revenir un peu en arrière, mais je ne vois pas comment il aurait pu accepter cet amendement. Manuel Valls, qui n'aurait pas été accepté par la CFDT, et toute sa stratégie repose quand même sur un accord avec la CFDT. Donc ils ont cherché un compromis, Sirug a cherché quand même un compromis pendant plus de 3 mois, il ne l'a pas trouvé. Cet amendement de dernière minute déposé samedi sans informer le rapporteur, etc., ça faisait quand même... Mais il était dans les tuyaux. Manuel Valls l'a vécu comme un piège politique pour mettre en valeur son autoritarisme et son refus du compromis. Mais est-ce que c'était autre chose que ça? Je pense que c'était ça réellement. Après 5 mois quand même de manifestations, de blocages, d'utilisation du 49.3, sans parler des violences, il était temps, vous dites, vous aujourd'hui, que ça cesse, hein, tout ce chamboulement, Thomas Guénolé? Moi j'assiste en fait à un naufrage. C'est très intéressant à observer parce qu'il y a un caractère relativement inéluctable. On assiste à un bloc PS qui a réussi à perdre complètement, dans les intentions de vote c'est très net, la moitié de son socle électoral de premier tour de 2012. Ce qui est logique puisqu'ils font une politique tellement en pointe du côté social-libéral que logiquement les ailes plus social-démocrates sont mitigées, l'aile socialiste est complètement perdue. Donc c'est très intéressant de voir à quel point il y a eu une volonté de fracasser à coups de batte, mais vraiment de manière accélérée en plus, en particulier Manuel Valls, mais François Hollande derrière aussi, de vraiment fracasser le concept même de Parti socialiste. C'est-à-dire que le Parti socialiste, c'est un premier noyau d'union des différentes gauches, pour avoir déjà une majorité à l'intérieur de la gauche, et ensuite, ce parti est censé s'allier avec le reste de la gauche pour avoir une combinaison majoritaire. C'est le truc de base. Au lieu de ça, Manuel Valls est en train, ce que vous disiez tout à l'heure, de s'imaginer plutôt de couper cette branche-là pour se rapprocher de formations plus centristes. Il faudrait qu'à un moment donné, quelqu'un lui explique que l'appareil centriste dans son intégralité a besoin indispensable dans ce système institutionnel de l'électorat de droite pour renouveler ses sièges. Et donc, on a déjà vu avec Ségolène Royal ce que ça donne quand il y a une tentative, même esquissée, d'avoir un accord entre le PS et le centre. Qu'est-ce qui se passe? Tout l'état-major centriste au grand complet part immédiatement du côté de la droite. Donc cette idée de Manuel Valls, cette idée d'Emmanuel Macron et cette idée de François Hollande... Donc le nid de droite, ni gauche, ça n'a pas d'avenir en France. Mais comment dire, pas avec ces institutions-là. Il y a un déni de réalité par rapport à la mécanique de rapport de force. Ça s'appelle la loi de Duverger, en fait. Dites-moi les règles du jeu électoral et je vous dirai quel bloc ça donne. Oui. C'est une vue de l'esprit. C'est un grand fantasme, le grand groupe central. Ça n'a pas fonctionné dans un système présidentiel. Si on veut que ça fonctionne, il faudrait revenir à un système parlementaire qui marchait pas plus mal. Franchement, pas plus mal que ce qu'on voit en ce moment. Et avec un système présidentiel, on va choisir forcément un candidat qui va être un petit peu radical, qui va incarner une vraie alternance. Le désir des Français est d'aller sur une alternance aujourd'hui. Mais alors comment vous comprenez, à ce moment-là, la démarche d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, elle est bien, c'est une démarche un petit peu naïve, c'est Mr. Smith qui va au Sénat, c'est qu'il embrasse un peu tout. Il est à la fois d'une très très grande maladresse de communication. Ce soir, il y a une image qui commence à faire polémique de lui à un anniversaire avec Johnny Hallyday, un peu tout l'état-major people sarkozyste. C'est un peu étonnant et il y a une habileté, si on veut, dans le fait de savoir capter quand même le sentiment de l'opinion, d'être en phase avec ce que les gens attendent de renouvellement, de sympathie, de fraîcheur et d'écoute et d'empathie au fond, qui n'existe pas chez Hollande par exemple. Il n'y a pas d'empathie chez Hollande. Macron sait incarner ça. Mais ça ne construit pas une carrière politique, ça ne construit pas une offre politique. Il n'y a pas de parti derrière. Est-ce que vous le voyez sortir du gouvernement, comme on le dit, la semaine prochaine, Anita Hausser? Peut-être pas la semaine prochaine, mais à terme, oui.
À terme. Oui, je pense. On annonce la sortie du pas- gouvernement oui, au moment à peu près à de terme, son ils sortiront meeting tous, la hein, semaine cela prochaine. Oui, À oui, terme, oui, ils d'accord, sortiront mais tous, je dirais avant 2017. Avant mais 2017. pas le 12 juillet. Enfin, on n'a Ouais. jamais. Mais selon le Canard enchaîné aujourd'hui, Oui, on annonce la parce sortie que du le gouvernement le 12 juillet, le jour de son meeting à la Mutualité. J'ai lu Gérard Collomb cet après-midi dans Le Point qui dit qu'il ne sortira pas du gouvernement le 12 juillet. Il pose un jalon supplémentaire sur cette route qui l'amènera un jour à être obligé à clarifier sa position, sa situation et effectivement à sortir du gouvernement s'il veut être candidat à la présidentielle. Mais je ne suis pas sûre que... Et candidat Je suis pas contre sûre qui que Contre Hollande son choix soit Et puis, décisif. il a eu des mots assez durs récemment contre François Hollande, en parlant de la primaire. Les primaires, c'est la preuve de la faiblesse du leadership. Mais si on s'intéresse au fond des idées des différentes personnalités en question, mais Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est cheville ouvrière du rapport Attali tome 1 et tome 2. Et si on prend en particulier le tome 2, c'est la feuille de route de François Hollande depuis quelque temps déjà, donc sur le fond des politiques qui sont conduites. Quand on sait qu'en plus, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, conseiller pour les politiques économiques de François Hollande, et que derrière, il est ministre de l'économie. En fait, en réalité, sur le fond, il n'y a pas vraiment de sens à avoir Macron plus Hollande. L'un des deux, je ne dis pas, mais les deux en même temps, ça me paraît bizarre. Emmanuel Macron l'a souligné lui-même dans certaines interviews, il y a un problème de leadership de François Hollande. Et moi, j'ai l'impression que ce que remet en cause Emmanuel Macron, c'est plus la méthode de François Hollande, la gouvernance, la façon de faire, de procéder. C'est l'incarnation de la France que ne fait pas François Hollande, que Macron veut faire. Exactement. Il y a un refus de leadership chez Hollande qui est manifeste depuis le début où il est entré à l'Élysée. Il refuse d'être président. Il dit ma vie privée, j'en ai une, j'ai le droit de sortir la nuit comme je veux, j'ai pas d'obligation. Je prends mes décisions quand j'ai envie. Si je laisse pourrir un débat plusieurs mois, c'est pas grave. C'est le pays qui le vit, mais moi je le vis pas. Il y a une forme de distanciation. On n'assume pas le leadership. Macron propose de l'assumer lui, et d'une manière assez souriante et moderne, qui ressemble à toutes les démocraties européennes autour. Un jeune leader d'une quarantaine d'années qui porte pas de cravate et qui est souriant et qui incarne une forme de modernité. Est-ce que ça suffit ça? Ça suffit absolument pas. Mais c'est pour ça que moi je ne crois pas. Je crois pas à l'hypothèse de Raymond Barre. Je crois pas à l'hypothèse Macron parce que Macron en dehors de Paris et des élites, il faut regarder les sondages, il n'est pas si populaire que ça. Il a une base assez fragile. Oui, dans les banlieues, d'accord, mais dans les quartiers, il est populaire. Qui représente 60 à 80% de l'électorat, non. Oui, mais il pourrait voter. Il pourrait aussi oui, se mettre à voter. Les jeunes pourraient voter aussi, mais on est gouverné par des vieux électeurs, comme vous le savez. Dans la primaire de droite, c'est que les retraités qui vont voter. Mais si quelqu'un les motive, ils iront voter. Enfin, c'est peut-être. Il y a un problème d'offre. Il faut que Macron aille solliciter les jeunes électeurs. Lui, il suscite l'offre. Mais c'est ce qu'il fait. Avec son mouvement En Marche, c'est quand même ce qu'il fait. Oui, mais il faut attendre de voir si ça se concrétise en voix, parce que la popularité, c'est pas le vote. Sinon, Nicolas Hulot serait déjà président. Il n'aurait pas jeté l'éponge. Donc tout reste suspendu aujourd'hui à l'inversion de la courbe du chômage? Non, je suis à pas défaut de avec celle des sondages, Thomas Guénolé? Je suis absolument pas d'accord avec cette idée. À gauche. C'est pas parce que le chef de l'État dit mon sort est lié à ce résultat que c'est le cas. Il n'a pas le pouvoir de décréter ça. Et moi, ce que j'affirme absolument, c'est qu'il y a un thème. On passe ce soir. Oui, vraiment. Il y a un thème à côté duquel on passe complètement, c'est l'explosion du précariat qui touche à peu près un Français sur deux. C'est en gros ceux qui ont des débuts de mois difficiles, qui ne savent pas où ils seront professionnellement la semaine prochaine et qui alternent les contrats précaires. C'est sous une forme ou sous une autre. Précariat, qui est les travailleurs précaires. Oui, mais le précariat est une classe sociologique dans des travaux de sociologie, notamment anglo-saxonne. Mais oui, effectivement, il s'agit du précariat. Ça, en ce moment, c'est en train d'exploser. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il a essayé timidement ça va mieux, il s'est pris une volée de bois vert. Pourquoi ? À cause du précariat. Et le précariat version britannique, ça donne le Brexit d'ailleurs. Et Macron a une vision optimiste de ce changement social-là en disant l'économie Uber, l'économie un peu précaire, c'est vrai, la sortie du salariat, peut aussi produire un modèle positif. Et c'est en ça qu'il peut être pertinent, non pas à gauche, mais dans le jeu politique en général. Après, où il est, je ne sais pas. Voilà. Madelin ça ressemble vachement à Madelin sur le fond. Il n'est pas Madelin, non. Il est... si, il faut flexibiliser, il faut développer la culture libérale et thatchérien. Que Macron devrait dire qu'il faut être libéral aussi sur les sujets de société. L'héritier de Madelin, c'est Mariton, mais c'est pas Macron a un programme beaucoup plus. Non, je suis pas d'accord. Sur l'économie, Macron est sur la même chose. Il l'a dit d'ailleurs lui-même. Oui. Exactement, tout à fait. Se voit un peu comme héritier Emmanuel Macron. Cette absence de visibilité quand même sur cette future campagne présidentielle à gauche, ça joue aussi sur les divisions actuelles, non, Nathalie Segonne? Je pense que c'est ce qui rend tout le monde fou en ce moment au Parti socialiste et qui fait que tout le monde soupçonne tout le monde dans cette histoire, par exemple, d'amendement d'Olivier Faure. Tout le monde cherche qui est derrière. Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry, François Hollande lui-même. Ça les rend fous parce qu'il n'y a
aucune visibilité. Personne, ils n'ont jamais été dans une telle situation. Personne ne sait ce qui se passera dans 2 mois, dans 3 mois. Personne ne sait qui pourra être candidat dans cette primaire, en dehors de la primaire. C'est une situation totalement inédite pour les socialistes. Oui, entre ceux qui veulent être candidats dans la primaire, ceux qui se voient bien candidats en dehors de la primaire, comme Arnaud Montebourg a semblé le dire. Anita Hausser. Non, mais je veux dire, on est dans une situation absolument inédite. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une partie de la majorité se dresser contre le gouvernement, tout en restant... Attendez, non. C'est déjà arrivé. Mais pas aussi grave, je suis d'accord avec jamais à ce point-là. J'ai quelques heures de vol, pardon, mais... Je suis d'accord avec vous, pas à ce point-là. Je suis d'accord avec vous. J'ai vécu Barre, mais c'était pas du tout comme ça. Voilà, c'était le RPR contre l'UDF. C'était pas du tout une partie de... Ce qui est étonnant, c'est que Valls n'ait pas cherché à tuer le père, à tuer François Hollande, comme l'avait fait Chirac à un moment où il y avait un vrai enjeu à prendre le pouvoir, à prendre l'initiative et à sortir de cette situation pour au moins essayer de construire quelque chose. Il a subi jusqu'au bout l'érosion du quinquennat. Oui, mais moi je pense que c'est justement parce qu'il a trouvé Emmanuel Macron sur sa route. Oui, c'est possible. Et que c'est pour ça qu'il n'est pas allé au bout. Sur le plateau de départ, les des actes. Est-ce que c'est ça qui l'aurait empêché de sortir du gouvernement, comme ça a été longtemps envisagé? Est-ce que c'est ça qui l'aurait empêché de sortir du gouvernement? Oui. Quitter? Pour moi, le problème qu'il a eu, son problème d'érosion, c'est à cause, comme souvent d'ailleurs quand ça s'érode vite, c'est un problème d'inconsistance en réalité. Autorité, audace, fermeté, ce sont des slogans publicitaires. Et quand vous regardez concrètement ce qu'il a fait quand il était, j'ai rien contre la pub, mais la bonne pub fonctionne vraiment quand elle sert à pousser un contenu. Et en l'occurrence, Manuel Valls, je vous mets au défi de me trouver une grande réforme qu'il ait faite quand il était ministre de l'Intérieur. Il a été ministre de l'Intérieur 2 ans. Le problème de Valls, une grande réforme. C'est qu'il est toujours le premier flic de France. Il n'est pas sorti de ce positionnement-là. Et au fond, il est toujours le procureur, celui qui tend le doigt pour dire vous allez être exclu, vous n'êtes pas bien. Et qui fait des duels comme ça contre Dieudonné, contre Marion Maréchal Le Pen. C'est des duels très consensuels à gauche peut-être, mais ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans son combat. Il n'y a pas de vision de la France. Il s'est enfermé dans une sorte de modèle autoritaire qui devient progressivement une caricature. Il est représenté par les caricaturistes aujourd'hui comme quelqu'un qui est tout rouge, tout fâché tout le temps. Sur Internet notamment, ça circule beaucoup parce qu'il n'est pas sorti de ce personnage-là. Macron est quelqu'un qui offre quelque chose de plus large, de plus séduisant, de plus... Voilà. C'est ça la tragédie de Valls. Quand sur le plateau de départ des actes, on lui dit « Macron, c'est vous en 10 ans de moins, monsieur Valls », il encaisse quand même. Ouais. Mais justement, il s'est posé en anti-Hollande qui ne décide pas. Et je crois qu'il s'est enfermé là-dedans. Ouais. C'est un couple diabolique, au fond, qui se nuit l'un l'autre. Qui s'autodétruit. Dans ce contexte très fratricide à gauche, c'était finalement pas mal d'annuler l'université d'été de Nantes. Je pense qu'après avoir annulé les journées parlementaires du PS, on annule l'université d'été de Nantes. Il n'y a plus qu'à annuler le PS. Non, honnêtement, j'étais au gymnase Japy samedi dernier pour la belle Alliance populaire. Il y avait 200 personnes, c'était très triste. C'était vraiment sinistre. Il y avait la majeure partie du PS qui n'était pas là. Il n'y avait que les amis de Jean-Christophe Cambadélis. Et là, on s'est dit, mais comment ils vont pouvoir faire l'université d'été? Et je pense que le vrai problème, c'est qu'il y avait très peu d'inscrits à cette université d'été qui risquaient de donner le spectacle, non seulement de leur division qu'on connaît par cœur, mais en plus de l'absence de militants. Il n'y a plus dans les sections, il n'y a plus de militants. Ils en sont à se demander qui va faire la campagne du candidat socialiste, qui va tenir les bureaux de vote de la primaire, ils en sont là. Donc organiser une université d'été, je pense que la violence qu'on n'aurait pas été capable de gérer, etc., je pense que c'était un bon prétexte. Le bon prétexte, ouais. Mais donc, quand on vous écoute, Nathalie Segaud, on se demande, mais qui va pouvoir être candidat à gauche, finalement? Qui va vouloir y aller dans ce contexte-là? Oh, il n'y a jamais de manque de vocation, ça n'est jamais un problème. La nature a horreur du vide, vous savez. Mais Hollande n'a toujours pas renoncé. C'est un problème de trop-plein. On connaît, c'est François Hollande. Hollande n'a pas renoncé à y aller, il n'y renoncera pas jusqu'au dernier moment. Lui, il a en tête un mécano, il faut bien comprendre qu'il n'est pas dans des combats idéologiques, il est dans un combat de mécanicien. Il veut éviter qu'il y ait des candidats à gauche, il pilonne du flot, on voit que Hulot se désavoue de lui-même, il veut faire le vide à gauche, et puis il a vraiment durci les conditions pour être candidat au niveau des 500 signatures, etc. Il a fait ça 1 an avant le scrutin, c'est quand même significatif. Il veut gagner par le vide, François Hollande. Pas du tout par conviction, pas par adhésion, et c'est bien qu'il n'en est plus là. C'est ça qui est dangereux, parce que si jamais ça marchait, la majorité aux législatives est introuvable. C'est-à-dire qu'on a un pays qui potentiellement serait ingouvernable. Voilà. C'est une situation dangereuse pour le pays. On peut le dire, historiquement, c'est une situation dangereuse, préoccupante. Thomas Guénolé ? Oui, il me semble que de toute façon, c'est mort pour le Parti socialiste après avoir fait si longtemps une politique trop éloignée du centre de gravité de son socle électoral. Ils en ont déjà perdu la moitié, sondage après sondage. Et donc, je ne vois pas comment c'est rattrapable. Ça peut être réparable avec le temps.
mais c'est pas rattrapable d'ici 2017. Donc je pense vraiment que c'est cuit pour eux, j'insiste là-dessus. Et après, si on se projette sur l'après-Hollande, en réalité, il me semble qu'il y a 3 possibilités. Un scénario à la Syriza, c'est-à-dire qu'en fait, Mélenchon passe devant le candidat du PS. Il y a des sondages où c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Oui. La deuxième évolution qui me semble possible, c'est un scénario à la Corbyn, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme à une époque Henri Emmanuelli, vient de l'aile gauche et prend la main sur le parti, sur les décombres. Ou alors, une troisième possibilité qui est celle à la Hollande, quelqu'un qui essaye de rééquilibrer vers un consensus à peu près au milieu de ce que veut tout le monde. Et actuellement, le centre de gravité au PS, ce serait plutôt Martine Aubry. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être autre chose que ça pour l'avenir du PS. Parce que, imaginez une réélection de François Hollande, honnêtement, en termes de probabilité, enfin, je veux bien qu'on spécule sur des chutes de météorites, mais quand même. Nathalie Segonde, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de Thomas Ganolé? Oui, je suis parfaitement d'accord. Je pense que de toute façon, il n'y a personne aujourd'hui mais même Martine Aubry, enfin, il n'y a personne qui est en mesure de rassembler les socialistes aujourd'hui pour la présidentielle. Je ne vois pas. Oui, seulement après, en fait. Voilà, donc même Martine Aubry. Je pense que c'est parce qu'ils ont fait ce calcul-là que les socialistes sont dans l'après. Sont dans l'après 2017, l'après défaite. Et ils se disent tout ça, vous voyez bien comment ils se comprennent. Mais l'inconnu, c'est pourquoi Hollande ne fait rien. Parce qu'Hollande pourrait retirer ce projet de loi pour être pour une fois un peu le rassembleur de son camp, essayer d'apaiser les choses. Ça serait se désavouer. Non, c'est pas se désavouer, c'est désavouer Emmanuel Valls. Mais Emmanuel Valls, c'est pas lui. C'est lui qui l'a voulu, cette loi de travail. Oui, peut-être, mais il aurait pu. Il pourrait, à ce moment-là, en ce moment, calmer le jeu. Il pourrait essayer au moins de raccommoder les choses. Il pourrait essayer de se donner de la dimension. Il pourrait le faire. Il est accusé de mollesse. Parce que c'est impossible que ce serait intéressant pour lui. Ce serait choquant, ce serait inattendu et ce serait intéressant. Il est accusé depuis le début du quinquennat de mollesse. De nationalité, on peut pas dire que ça lui oui, mais parce que l'échéance de la nationalité, il intervenait, au fond, c'est lui qui avait allumé l'incendie et qui l'éteignait. Donc forcément, on l'accuse d'être pompier pyromane. Sur la loi travail, il pourrait interrompre les choses. C'est un peu tard aujourd'hui, c'est vrai, mais il aurait pu interrompre les choses avant que ça ne dégénère, avant d'en arriver à cette situation absurde, parce que lui a besoin d'être réélu, parce qu'il lui a besoin d'avoir son camp en ordre de marche derrière lui. Et le vrai point sur sa réélection, c'est vous qui l'avez souligné, c'est il n'y a personne sur le terrain, parce qu'il va falloir mobiliser des gens pour faire voter 18 millions de personnes pour être élu à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il a eu la dernière fois. C'est un travail colossal. Qu'ils ne comprennent pas tout ça, qu'ils ne disent rien, qu'ils soient un sphinx avec un point d'interrogation, à ce niveau, encore une fois, c'est inquiétant. Mais imaginez que ça aille mieux, il y aura compétences en réalité. J'y crois pas. Qu'est-ce que vous avez dit, Anita Ofer ? Je disais, imaginons que ça aille mieux, comme on dit, il y aura peut-être du à quelques mois de l'élection, là, c'est vraiment très tard. Ce serait historique. Ce serait Poulidor qui passe devant le favori. Ce serait vraiment incroyable. Il faudrait que la primaire de droite se passe très 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 mal, que Sarkozy décide de faire exploser son camp comme certains le redoutent. C'est ça le pari de François Hollande. Et là, François Hollande pourrait à la limite surnager des décombres. Ce cas droite, on peut parier sur l'échec des autres. Ah non, mais on peut pas exclure le fait que la primaire de droite se passe très mal. J'aurais juste une hypothèse. Est-ce qu'on peut parier sur l'échec de la droite ? J'ai une hypothèse à soumettre. Il y a un fantasme très développé, en particulier chez des gens comme moi, des éditorialistes, des analystes, etc. Depuis quelques années, c'est que François Hollande serait un grand stratège machiavélique. Est-ce qu'on peut envisager... Alors je ne sais pas que les commentateurs sont comme ça, mais encore récemment, il y en a beaucoup. Et donc, je suggère qu'ensemble, on décide, voilà, ce soir, ils sont tous sur le match de foot de toute façon, donc on est entre nous. Voilà, décidons ensemble qu'en réalité, François Hollande, il est juste pas bon. C'est l'hypothèse la plus simple et la plus facilement explicative de ce qui se passe. Quand il a tenté une motion de synthèse on laissera les électeurs de l'extrême droite jusqu'à la gauche sur la déchéance de nationalité. Il a été bon jusqu'à son élection, si vous voulez dire. Oui, mais lui, il considère qu'il est le meilleur. Qui a plutôt remporté avec un concours de circonstances hallucinant. Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau ce soir. On laissera effectivement les électeurs trancher. C'est l'heure maintenant du micro trop tard. Alexandre Darmon est allé jouer au football avec des sénateurs contre des personnalités. C'était à l'initiative du think tank Sport et Citoyenneté. Alors devinez qui a gagné. Regardez surtout. Ouais. Je vous explique. Allez. On joue en 4-9-3. Oui. Ok. 4-9-3, on met Durin devant, parce qu'on sent qu'il y a de la place. Sur les côtés, Karl Pelva. Moi, je suis derrière pour verrouiller un peu le tout. Et au cage, le phare. Quoi. Ah bah oui, bien sûr. Le micro trop tard accompagne donc des sénateurs pour jouer au football. Le think tank Sport et Citoyenneté a lancé une campagne de lutte contre l'inactivité sportive, mais aussi pour la mixité dans le sport. Bref, pour le sport en général, la beauté, ballon, j'ai envie de jouer au football. Allez, on y va. Tous ensemble pour le Sénat. Ah, ça va être fou ce match. Vous voyez qu'on peut y arriver, à être tous ensemble pour un même projet. Oui, bah c'est une sorte d'union nationale pendant quelques heures là. On a fait tout ce qu'on pouvait, avec fair play, sportivité. Allez Julien.
C'est important de bouger. Regardez, quand on ne bouge pas, on obtient des petites brioches, enfin même des grandes brioches. Le foot, c'est bien plus que du foot. C'est des valeurs, évidemment, des enjeux de société, mais c'est aussi des valeurs qu'on a entre nous, d'amitié, de fraternité. On peut être adversaire et jouer sur le même maillot. Hein. Avoir la même passion. Ah, exactement. Voilà. Vous avez eu dire à Gérard Larcher les scores que vous avez fait ou pas? On va peut-être s'arranger. En sport, pour gagner, il n'y a pas de règle, même s'il faut changer de camp. Bon, ils vont m'en vouloir, mais on les a battus, les sénateurs, je suis content. Moi aussi. De toute façon, au foot, on gagne. Hein. Enfin, pas les sénateurs. Hein. Bah, nous, oui. Je pensais pas qu'on pouvait jouer au foot avec des sénateurs et que je puisse être fatigué à la fin. Ah oui, mais non, moi ça va. Allez où Chantal Joanneau? Comme quoi, quand on dit qu'il y a un rythme de sénateur et tout, c'est pas vrai. Parce que je vous promets que vous êtes trop athlétique. Ça, c'est des clichés, ça. Votre pronostic pour jeudi soir? La France. C'est quoi demain? Qu'est-ce qui se passe? France-Allemagne. Ah, je croyais que c'était la loi... non, c'est pas la loi Sapin 2. La loi Simplet 3 non plus. Bon. 3-1 pour la France. 2-1. 2-1? Ouais. Mais vous êtes sûr de vous? Non, je suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai joué avec les bookmakers. Merci à vous. Et il est 23h, on retrouve tout de suite Paul Bouffard pour un rappel des titres de l'actualité. C'est un mea culpa. Tony Blair qui s'excuse et se justifie au Royaume-Uni. Un rapport met en cause l'ancien Premier ministre et son action dans la guerre d'Irak en 2003. Les forces de Sa Majesté n'auraient pas dû intervenir selon ce rapport. Les détails avec Faustine Saint-Geniès. C'est un Tony Blair visiblement ému qui est venu s'exprimer sur sa décision d'intervenir en Irak. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Et j'éprouve plus de peine, de regrets et d'excuses que vous ne pouvez l'imaginer. De la peine et des regrets après la publication du rapport Chilcot, un document accablant sur sa décision d'engager militairement le Royaume-Uni en 2003. Après 7 ans d'enquête, la commission pointe l'invasion prématurée de l'Irak, sans vérification suffisante et sans avoir épuisé tous les moyens pacifiques. Autre grief majeur, la guerre a été mal préparée et ses conséquences sous-estimées. De nombreux manifestants se sont rassemblés à Londres lors de la présentation du rapport. Les avocats des familles de 29 des soldats morts en Irak envisagent de s'en servir comme base de travail pour une éventuelle action en justice. François Hollande veut une réponse française au Brexit. Le chef de l'État en a fait la demande à Manuel Valls ce matin en Conseil des ministres. Des propositions pour un sursaut au niveau européen qui devront être prêtes pour septembre, pour la prochaine réunion des chefs d'État de l'Union européenne. Et puis la fin de l'état d'urgence reste fixée au 26 juillet prochain. Confirmation à la sortie du Conseil des ministres ce matin par Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. Cet état d'exception a été instauré, je vous le rappelle, après les attentats du 13 novembre à Paris. Fin de la saga loi travail. Il n'y aura pas eu de mention de censure de gauche. La nouvelle tentative des frondeurs a une fois de plus échoué. À 2 signatures près, 56 députés l'ont signé. Il en fallait 58 au lendemain d'un deuxième recours au 49.3. La loi travail est donc adoptée à l'Assemblée nationale. Ce texte va revenir au Sénat le 18 juillet, mais il n'y aura pas de débat. Après 4 mois de tension, cette loi El Khomri aura laissé une fracture ouverte au sein de la majorité chez les socialistes. Manuel Valls en admet les conséquences. On l'écoute. Oui, sur un certain nombre de textes, et de textes importants, nous n'avons qu'une majorité relative. Et cela, je l'assume. Je l'assume parce que c'est cette réalité. La Constitution nous donne la possibilité de faire adopter des textes en engageant la responsabilité du gouvernement. C'est la Constitution. Une motion de censure ou des motions de censure peuvent être déposées. Si ces motions de censure sont adoptées, c'est arrivé une fois sous la 5e République, chacun en tire les conséquences.
Dans l'actualité également, et à moins d'un an de la présidentielle, Nicolas Hulot vient de renoncer à se présenter. Du coup, chez les écologistes, chez Europe Écologie Les Verts, on doit ajuster la stratégie et trouver rapidement un candidat. On voit ça avec Stéphane Amalian. Sa décision est tombée hier soir sur les réseaux sociaux. Elle rebat les cartes chez les écologistes, car l'ancien animateur d'Ushuaïa semblait faire consensus. Selon un récent sondage, 24% des interrogés disaient pouvoir voter pour lui, loin devant Cécile Duflot, au plus bas dans les intentions de vote. Et je note surtout, à travers le retrait de Nicolas Hulot et le fait que Cécile Duflot aujourd'hui est extrêmement basse dans les sondages, qu'aller à la présidentielle avec une autonomie des écologistes aujourd'hui, dans le cadre tel qu'il est, ne semble pas susciter une grande adhésion populaire. Le parti est fragilisé depuis le départ de certains cadres l'été dernier, entrés depuis au gouvernement. Beaucoup comptaient sur la candidature sans étiquette de Nicolas Hulot pour représenter les Verts. Mais désormais sans leader, Europe Écologie Les Verts pourrait se résoudre à présenter un candidat à la primaire organisée par le PS. De toute façon, nous avons acté la primaire. Donc il est logique qu'il y ait un candidat des Verts dans le cadre de cette primaire. Ça aurait pu être Nicolas Hulot, ça sera quelqu'un d'autre, c'est à eux de décider. De toute façon, il y aura une primaire. Pour la direction du parti, pas question de soutenir le bilan du gouvernement. La participation à la primaire s'inscrirait dans une logique contestataire afin de nouer des alliances avec les frondeurs pour le second tour de la primaire. Bercy renonce à son plan de 50 milliards d'économies sur 3 ans pour les dépenses publiques. C'était une promesse de François Hollande en 2014. Renoncement alors que le débat sur l'orientation des finances publiques va débuter au Parlement. Marie Brémaud. Oublier les 50 milliards d'euros d'économies promis il y a 2 mois à la Commission européenne. Oublier les bonnes résolutions budgétaires. Le gouvernement prévoit une augmentation des dépenses de 5,6 milliards d'euros par rapport au montant envisagé dans le programme de stabilité 2016-2019. En cause, les nouvelles dépenses annoncées comme le dégel du point d'indice des fonctionnaires, le soutien à l'élevage ou le renforcement des moyens de la police. Mais pour l'opposition, c'est avant tout l'illustration d'une mauvaise gestion budgétaire et de cadeaux électoraux engagés à 9 mois de l'élection présidentielle. Malheureusement, c'est des annonces à crédit et on profite peut-être un peu de l'incertitude en Europe en ce moment avec notamment le Brexit pour se dire la Commission va peut-être être plus accommodante avec la France. Profitons-en pour faire des cadeaux électoraux payés à crédit. Mais pour les socialistes, pas de changement de cap, l'essentiel est ailleurs. Non, l'objectif n'est pas remis en cause. L'objectif, c'est d'atteindre un déficit inférieur à 3% en 2017. Voilà, c'est l'objectif. Un optimisme non partagé par la Cour des comptes, très sceptique sur les objectifs affichés pour 2017. On termine avec cette question. Les textes de loi sur la liberté de la presse sont-ils adaptés à l'ère d'Internet? Une mission sénatoriale propose en tout cas de revoir la loi de 1881 et d'encadrer les dérives liées à l'utilisation du web. Les détails avec Jordan Klein. Le constat est sans appel. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'est pas adaptée à Internet. Une mission d'information sénatoriale propose de mieux encadrer les dérives liées à l'utilisation de la toile. Aujourd'hui, force est de constater que certaines dérives sur Internet et les réseaux sociaux sont telles qu'il faut encore adapter cette loi. Parmi les préconisations, l'instauration du droit de réponse sur Internet, même si la manière de l'appliquer n'est pas encore définie. Prolonger le délai de prescription à 1 an. Aujourd'hui, pour porter plainte en diffamation, le délai maximum est de 3 mois à partir de la première mise en ligne. Ce que nous voulons, c'est effectivement, c'est une tâche extrêmement compliquée, essayer de faire qu'Internet ne soit pas une zone de non-droit et que le citoyen qui se trouve agressé, humilié, injurié sur Internet puisse avoir par des réactions simples, par des techniques simples, la possibilité de réagir. Ces 18 propositions resteront dans le domaine de la mission d'information. Pour l'instant, aucun texte de loi n'est prévu. Et comme chaque soir, on passe à la revue de presse. Effectivement, on regarde les unes demain des quotidiens et de certains des hebdos. On commence ce soir, Paul, par le Figaro. Oui, cette info en une du quotidien Périne. On en a parlé tout à l'heure. Les sénateurs s'inquiètent de l'opacité du financement de l'islam en France. Le Figaro fait référence au rapport sénatorial sur la deuxième religion de France avec 4,7 millions de croyants. Ce culte bénéficie de dons des fidèles, mais aussi de pays étrangers. Un mode de fonctionnement peu transparent selon le journal. Allez, on passe aux échos maintenant avec la peur après le Brexit.
Exactement, la grande peur de l'effet domino en bourse, la peur donc après le Brexit, les investisseurs s'inquiètent de l'éclatement de la bulle immobilière au Royaume-Uni. Les Échos soulignent que les banques sont sous pression alors que la livre continue de dégringoler. Notez aussi l'offensive de charme lancée par Manuel Valls dans ce contexte. Le Premier ministre a déroulé le tapis rouge aux entreprises qui vont devoir quitter la City. Il les incite à venir s'implanter à Paris. Même info à la une de Libération, la City de la peur, jeu de mots en une du quotidien Perrine, et les marchés sont inquiets, de quoi faire craindre une contagion mondiale. Et puis vous noterez le rendez-vous des Bleus demain face à l'Allemagne, demi-finale de l'Euro, et on compte sur Olivier Giroud à la une de Libé pour faire trembler les filets allemands. On finit en jetant un coup d'œil à la couverture du 1 avec ce numéro double. Exactement, numéro double. D'abord l'hommage à Michel Rocard. Rocard par Rocard, l'hebdo publie des textes de l'ancien Premier ministre décédé. Il y a notamment cette analyse des 5 malédictions, selon lui, qui pèsent sur l'économie française. Double numéro donc avec un autre sujet, focus également sur l'Europe et la révolte des peuples. À lire l'entretien avec Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui revient sur le Brexit. Il souligne la rupture entre le peuple et les élites sur l'Europe. Merci beaucoup Paul. Tout de suite dans On va plus loin, le grand entretien. Nous recevons ce soir Lionel Stoléru, ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing, ancien ministre de Michel Rocard. Il est surtout économiste. On va parler ensemble bien sûr de Michel Rocard avec l'hommage national demain aux Invalides de l'Europe, mais aussi de Nicolas Sarkozy qu'il conseille désormais. Le grand entretien, c'est tout de suite. Bonsoir Lionel Stoléru, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau ce soir. On va peut-être commencer par l'actualité politique du jour avec la loi travail adoptée par l'Assemblée nationale qui reviendra pour un bref passage devant le Sénat. Elle sera donc définitivement adoptée cet été. Quel regard vous portez sur l'échec du gouvernement, échec à convaincre sa propre majorité sur cette réforme ? Je pense que c'est un échec de méthode, c'est-à-dire qu'on fait pas des promesses qu'on ne tient pas, comme c'est le cas. Et puis, lorsqu'il y a une opposition aussi nette de la part des syndicats, on discute avec eux et puis on se met d'accord ou pas d'accord sur un texte, mais on ne le change pas tous les 3 jours, au point de le vider de sa substance et de faire voter au 49.3 une coquille vide. C'est une coquille vide aujourd'hui, ce projet de loi travail ? D'autant plus vide qu'en 2017, elle sera complètement remise à plat, réécrite, et qu'on ira beaucoup plus loin que ce qui a été refusé aujourd'hui. Donc c'est vraiment du temps perdu et une démonstration de faiblesse du gouvernement. De faiblesse ou un échec de pédagogie ? Bon, les deux. Les deux. Les deux. Enfin, c'est vraiment dommage. Déjà, la loi Macron, c'était pas terrible. On avait dû enlever beaucoup de choses pour la faire passer au 49.3. Donc, si on utilise le 49.3, au moins que ça serve à quelque chose. On fait passer un texte avec un contenu. Un marteau pour écraser une mouche, ça sert à rien. Finalement, c'est l'incapacité de l'exécutif actuel à incarner, à inventer une contre-stratégie social-démocrate offensive. Social-démocrate, c'est beaucoup dire. Hein. La social-démocratie, c'est pas ça. Enfin, je suppose qu'on va parler de Michel Rocard. Oui. C'est ce que justement Michel Rocard reprochait à François Hollande. Voilà, moi j'étais au gouvernement avec Michel Rocard. C'était un gouvernement finalement inventé. Social-démocrate. Voilà. Oui. C'est ce qu'il lui reprochait récemment, encore dans la dernière interview du Point ou dans une interview qu'il nous a accordée il y a très peu de temps pour un documentaire qu'on diffusera à la rentrée. Donc vous partagez ce constat de Michel Rocard. Tout à fait. Demain, il y aura donc cet hommage national aux Invalides. Dans un monde de cette semaine, vous avez écrit un texte très personnel qui se termine par ces mots « Paix à son âme qui était grande ». C'est ce que vous retenez de Michel Rocard avant tout, l'humain ? Oui, moi je retiens, j'ai participé à la vie politique à droite, à gauche, etc. Donc, moi donc j'ai vu des responsables politiques, et pour moi il y a 3 catégories. Il y a le politicien qui ne pense qu'à lui, une espèce assez courante. Il y a l'homme politique qui ne pense qu'à son parti. Une espèce aussi assez courante. Une espèce aussi courante. Et puis il y a l'homme d'État qui ne pense qu'à la France et à son pays.
Michel Rocard faisait Ça partie. se fait assez rare, ça. Depuis le général de Gaulle, il n'y en a pas tellement. Et je considère que Raymond Barre, j'étais au gouvernement avec lui, ou Michel Rocard, faisait partie des hommes d'État qui dépassaient... bon, il appartenait au Parti socialiste, c'est clair, mais il dépassait de loin, quand il gouvernait, le Parti socialiste pour penser à l'intérêt général. Bon, et ça, c'est agréable quand on est dans un gouvernement où le Premier ministre pense à l'intérêt général. Avec cette vision de la France, qu'est-ce que vous retenez alors du bilan politique de Michel Rocard? Qu'est-ce qu'il laisse à la France? Comme vous savez, moi j'y suis entré pour créer le RMI. J'avais fait campagne depuis 15 ans sur l'idée qu'un pays riche pouvait s'offrir le luxe de donner de l'argent à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Bon, ça a mis 15 ans, mais on y est arrivé. Et d'ailleurs, pendant 15 ans, on m'a expliqué que c'était très bien, mais qu'on ne pouvait pas donner de l'argent aux gens qui font rien. Et puis, on l'a fait en 3 semaines avec Michel Rocard. Ça a été voté à l'unanimité. On n'a pas eu besoin du 49.3. Et pourtant, il n'avait qu'une majorité. Et pourtant, il l'a utilisé souvent, Michel Rocard, le 49.3. Oui, mais il n'avait qu'une majorité relative. Oui, tout à fait. Et là, ça a été voté à l'unanimité. Ça n'a jamais été remis en cause par les gouvernements successifs. Donc, ce qui est contradictoire, c'est qu'aujourd'hui, vous conseillez des hommes politiques de droite qui remettent aujourd'hui en cause l'héritier du RMI, le RSA. Non, moi je ne conseille pas des hommes politiques qui remettent en cause le RSA. Ils sont entourés de gens qui remettent en cause le RSA. Bon, par exemple, Nicolas Sarkozy est entouré de Laurent Wauquiez qui remet en cause... Oui, bon, moi je ne soutiens pas Laurent Wauquiez. Si je travaille avec Nicolas Sarkozy, c'est plutôt contre Laurent Wauquiez. Et je suis plutôt avec Barouin et avec, je dirais, une droite modérée qui a une vision sociale en même temps qu'économique. Donc, la droite ne pourra pas remettre en cause, selon vous, le RSA dans la situation sociale actuelle? Sûrement pas, non. Sûrement pas. Sûrement pas, non. Non, c'est un débat purement politicien, l'assistanat, l'assistance. Ça peut faire bien devant les foules, on court derrière le Front National. Bon, bonne chance. C'est pas ma tasse de thé. Vous militez même pour plus aujourd'hui, pour le revenu universel de base? Ben oui, on a mis, moi j'ai mis 15 ans pour passer du concept à la loi, le RMI, en 88. Après quoi, on a mis 20 ans pour passer du RMI au RSA. Alors moi, je venais de la droite et je l'ai fait passer dans un gouvernement de gauche. Hirsch venait de la gauche, il l'a fait passer dans un gouvernement de droite. Alors qu'est-ce qu'il va falloir comme combinaison pour faire passer un jour le revenu universel de base? Et le revenu universel... il faudra 15 ans aussi, mais c'est l'étape normale. Si vous voulez, l'histoire est en marche, elle ne s'arrêtera pas. Le débouché normal du rapport Sirug sur les minima sociaux, sur la recherche d'un système efficace de lutte contre la misère, l'exclusion, la pauvreté, etc., ça se terminera par le revenu universel. Bon, ça veut dire que dans 15 ans, il y aura toujours un chômage de masse important? Mais ça n'a rien à voir avec le chômage de masse important. La misère, c'est une chose, le chômage, c'est autre chose. Alors, quand il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômeurs qui sont dans la misère. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que quand il y a le plein emploi... Si vous voulez, moi, j'ai écrit ce livre dans une période de plein emploi. Et pourtant, il y avait de la pauvreté en France. Vous parlez de votre livre de 75, Vaincre la pauvreté dans les pays riches. Si vous plus que jamais d'actualité, on a envie de dire aujourd'hui. L'abbé Pierre, c'est 1954. Le père Wazienski et le rapport d'ATD Carmonde. C'était des périodes de plein emploi et de croissance, mais aussi des périodes où il y avait des îlots de pauvreté. On parlait tout à l'heure sur ce plateau de ce qu'on appelle maintenant le précariat, c'est-à-dire le développement des travailleurs précaires, un peu comme émergence d'une nouvelle classe sociale. Est-ce que vous partagez cette vision? Il y a un livre d'un économiste anglais qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Non, je n'appellerais pas ça le précariat. Le rapport sur l'économie numérique... qui a été remis au Premier ministre au mois de janvier, explique clairement que
le type d'emploi la notion d'emploi est en train de se modifier. Alors, ce qui veut dire qu'à côté du salariat, il se développe d'autres formes d'emploi qui ne sont pas du salariat, qui ne sont pas du précariat, mais qui sont de l'économie collaborative, de l'économie online, etc. Si vous prenez le cas d'Uber, qui est très typique et symptomatique, vous avez aussi tous les services en ligne, le covoiturage, etc. Ça se résume. Pour vous, c'est pas la multiplication de petits boulots précaires? Non, pas du tout. Ça se résume en une phrase qui est très très importante. C'est qu'aujourd'hui, un chômeur ne cherche pas nécessairement un employeur, il cherche un client. C'est une révolution. Il cherche un client. Il peut chercher sur Internet, dans l'économie collaborative, des petits boulots dans le voisinage, sur les sites d'emploi de voisinage. Il peut chercher du covoiturage. Il peut chercher une voiture taxi Uber. Il y a une foule de manières de gagner de l'argent en cherchant non pas l'employeur, mais le client. Et ça, on n'a pas fini de mesurer l'importance de ce changement. Et ça n'est pas du précariat. Ça n'est pas du précariat. Et donc ça suppose, sans doute, quand on parlait de la loi travail tout à l'heure, une refonte totale de notre code du travail. Ça suppose une refonte totale du code du travail. Et c'est lié au revenu universel, parce que dans ce type de société où il y a toute une série de... Il faut quand même continuer à soutenir les chômeurs. Voilà, d'autant que les cotisations sociales, le système de protection sociale, cotisations, prestations, ne fonctionne pas dans une économie où c'est plus l'employeur mais le client. Quand on voit toutes les oppositions autour justement de l'actuelle loi travail, que ce soit du côté du patronat comme du côté des syndicats de salariés, vous imaginez qu'on puisse retrouver aujourd'hui un dialogue social pour essayer de refondre ce code du travail? Écoutez, sûrement pas de la manière dont on est parti. Bon, moi j'ai été formé par Antoine Riboud. Et Antoine Riboud à la politique contractuelle. Il a développé dans son entreprise. Oui. Alors, on dit toujours à droite, mes amis de droite, n'est-ce pas, que les syndicats, c'est l'immobilisme. Bon, Antoine Riboud, il a hérité d'une entreprise qui fabriquait du verre plat et des bouteilles. Puis au moment du choc pétrolier de l'époque, il a vu que c'était foutu. Il a dit, je ferme les usines. Je fabrique plus de verre plat, je fabrique plus de bouteilles et je vais faire le Nestlé français. Et ça a donné Danone en 10 ans. Et il l'a fait avec la CFDT. Quand il a jugé que l'attitude de Fred Lipp dans son entreprise était indigne du patronat, il a repris l'affaire Lipp avec la CFDT. Ce qui veut dire que ça se fait au niveau des entreprises? Non, il était avec Edmond Maire. Ce qui veut dire que la politique contractuelle, les syndicats, c'est pas l'immobilisme. C'est pas vrai. Il faut avoir confiance dans le travail avec les syndicats. Moi, dans mes fonctions ministérielles, j'ai toujours travaillé avec les syndicats et je m'en suis toujours très bien porté. Et alors, vous me posez la question. Ce qui fait la catastrophe El Khomri, Hollande, Valls actuelle, c'est que dans le texte, l'article 2, pour citer que lui, enlève des pouvoirs aux syndicats. Tout à fait. Puisqu'ils avaient le pouvoir de la branche et dans l'entreprise, ils l'ont moins. Donc si vous vous bornez à dire, ben voilà, c'est comme ça, vous en avez le pouvoir, si vous n'êtes pas content, c'est le même prix, évidemment, vous allez au clash. Si vous dites la société est en train d'évoluer, donc ce type de pouvoir, vous ne pourrez pas le garder, mais on va regarder quel type de pouvoir on peut construire dans la politique contractuelle. Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Suède. Les syndicats ne sont pas arc-boutés sur le passé parce qu'ils voient bien qu'ils sont associés à la vie économique et sociale. Donc en France, ce qu'il faut dire, c'est non pas vous êtes d'affreux conservateurs du passé, etc. Mais il faut dire la société évolue, nous on évolue, les syndicats évoluent, le patronat évolue. Et comment est-ce qu'on va évoluer? Et la réponse, elle est claire, il n'y a qu'à faire comme en Allemagne.
C'est le discours que doivent tenir les politiques Oui. aux syndicats pour les emmener avec eux. Oui. C'est ce que vous conseillez à Nicolas Sarkozy. Oui. C'est la leçon que vous avez retenue de votre parcours avec Oui. Michel Rocard. Oui. Oui, c'est ce Et que vous... pas seulement avec Michel Rocard. Oui. Oui, parce que la droite a tendance à dire la gauche c'est fini, bon, rassemblement vrai, exact. Donc on arrive, la loi El Khomri c'est rien du tout, vous allez voir ce que vous allez voir, il y a le grand choc, la rupture, etc. Il y aura des gens pas contents, ils ont voté. On a la légitimité démocratique et présidentielle, donc s'ils ne sont pas contents, c'est le même prix, il n'y a rien à dire. La légitimité, le peuple s'est exprimé, etc. Mais non. Mais non, c'est pas la bonne méthode. Mais non, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de dire, bon, le peuple a voté, alors donc on va faire ces réformes. Alors qui gagne, qui perd? Ceux qui gagnent, c'est très bien. Ceux qui perdent, on regarde un peu quel est leur problème et on essaye de voir avec les corps intermédiaires comment tenir compte de leurs préoccupations légitimes. C'est comme ça qu'on fait. Donc il faudra passer par une grande négociation. Avec tous les partenaires sociaux. Ouais. Les grandes messes sociales, comme on aime bien les faire en Non. France. Non, ça on peut s'en passer quand même. Non, là, ça se passe par des relations personnelles entre les responsables politiques et les responsables syndicaux. Il faut se connaître, il faut se parler, il faut s'écouter, il faut se comprendre. Et à ce moment-là, on fait des choses ensemble. Moi, je pourrais vous citer plein d'exemples que j'ai fait comme secrétaire d'État avec FO et la CFDT. Sans tambour ni trompette, on a réglé plein de problèmes que sans eux, j'aurais pas réglé. Oui, simplement, il faut créer un climat de confiance. En ce moment, c'est exactement l'inverse. C'est un climat C'est l'échec du quinquennat de François Hollande, ne pas avoir su instaurer ce climat de confiance pour conclure. Certainement, mais pourtant, il était, soi-disant, la gauche est faite pour ça. Merci beaucoup Lionel Stoléru d'être venu sur notre plateau ce soir en direct. C'est presque la fin de cette émission. Avant de nous quitter, on va retrouver maintenant les meilleurs moments de Public Sénat aujourd'hui, préparés par Cécile Sixou. Trouvez-vous normal que la droite, cette fois, ne dépose pas de motion de censure? Vous savez pourquoi la droite ne dépose pas? Elle ne dépose pas parce que les députés n'auraient pas été là. Voilà, il n'y a pas assez de votants à cause du match de foot. On dit, les députés... Alors vous vous rendez compte, on a un Parlement avec 577 membres et l'opposition, le plus importante, dit non, mais ils ne seront pas là. Enfin, tout ça. Pourquoi vous n'avez pas dit pourquoi ils ne seraient pas là? Parce que, paraît-il, il y a l'euro, que c'est les vacances, ou que c'est le mois de juillet. Que... Il y a la demi-finale de l'euro, France-Allemagne. Oui, mais la demi-finale, on peut la regarder à l'Assemblée nationale. Je vous assure qu'il y a la télévision. À la buvette. Je vous assure qu'il y a la télévision à l'Assemblée nationale et même dans chacun des bureaux. Disons une chose qui est très importante. Ceci prouve une fois de plus quel est l'épuisement des institutions qu'on nous présente comme ne devant pas changer, auxquelles personne ne touche et qui sont mais vraiment un théâtre d'ombre. Pendant la guerre en Libye, les parents achetaient des armes et donnaient à leurs enfants, n'est-ce pas? Quand les enfants disaient « Papa, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir apprendre à tirer nos armes ?» Il dit « Mais il y a des Noirs qui passent un peu partout dans les rues. » Vous comprenez? Donc les enfants se forment à tirer des balles et tout ça sur des Noirs. Ils se forment à torturer sur des Noirs et tout ça. Ils utilisent certains blacks parmi nous qui n'ont pas de moyens pour survivre, qui ont perdu la foi pour torturer les frères. Et il y a aussi des Libyens qui continuent à faire la torture avec ces blagues-là qui parviennent à nous torturer. Donc ces blagues-là, c'est pour faciliter la communication entre nous et tout ça, pour qu'on puisse demander l'argent chez nos parents. Ou vous payez ou vous mourrez. C'est ce qu'on vous dit chaque jour. Les lanceurs d'alerte sont des diseurs de vérité qui révèlent la face d'ombre du pouvoir et que tout le monde n'est pas très enclin à entendre certaines vérités. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire qu'on est en train de mettre un couvercle sur les lanceurs d'alerte? Je veux dire par exemple que lorsque Julian Assange dévoile des faits d'espionnage concernant la France, mais que accorder l'asile à Julian Assange signifie... Il n'a pas eu cet asile.
il ne l'a pas eu, parce que ça signifierait peut-être vexer les États-Unis, eh bien, c'est la raison d'État qui l'emporte. Et finalement, certains auraient souhaité quasiment qu'on ne divulgue pas ces faits d'espionnage qui avaient pourtant été commis au préjudice de la France. Jacques Charlot est installé près de Clion depuis plus de 30 ans. Son voisin, en grande difficulté financière, a vendu ses 120 hectares de terres céréalières en septembre 2015. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement de cette terre? On n'en sait rien. Pour l'instant, elle est soustraite donc aux agriculteurs français, puisque c'est des étrangers qui l'achètent. Et puis dans des conditions où les agriculteurs français ne peuvent pas s'aligner. Pour autant, il n'a jamais rencontré le nouveau propriétaire. Seuls quelques ouvriers agricoles viennent exploiter les terres en toute discrétion. Le président de la République nous explique matin, midi et soir que ça va mieux, ce qui effectivement n'est pas l'avis de la Cour des comptes et pas du tout l'avis de l'opposition nationale. Et puis donc maintenant il est lancé dans une série de cadeaux. Et le pire, c'est qu'effectivement tout cela sera financé en 2017 et pour partie même en 2018. Donc on pousse devant nous la dépense publique, on renonce au plan de 50 milliards d'euros d'économie qui avait été annoncé. Et puis c'est après nous le déluge, quoi. On verra bien. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Demain matin à 8h, dans Territoire d'Info, Cyril Viguier reçoit Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à partir de 22h. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.